Je vois de bonnes mains qui se lèvent, des auditeurs, fidèles qui posent toujours des questions pertinentes. Nous avons Vivien et Dimé. On va commencer par Vivien. Bonsoir Vivien. Bonsoir Vivien, vous êtes fidèle militant du Parti de la France de Normandie, membre du conseil national aussi du Parti de la France. Bonsoir Vivien, comment allez-vous? Quelle est votre Et question? et Et bonne année. participant et participant au bistrot du Parti de la France. Salut Voilà. Vivien, bonne année. Bonsoir Pierre-Nicolas, bonsoir Alexandre et bonsoir, camarade Yanis. Donc voilà, alors moi déjà je voulais juste, vous faire une réaction par rapport, à accueillir les migrants dans nos villes, les conséquences dans ma ville et dans mon département. Un migrant, en situation régulière, un Éthiopien a violé, le jour dans la nuit du 24 au 25 décembre, a violé une fille, à 3 reprises, une Lola, 18 ans. Voilà un peu les conséquences de l'immigration. Bon, c'était pas ma question, je voulais juste rajouter ça et moi je voulais parler de Marion Maréchal qui a partagé un graphique, par rapport aux statistiques de l'INSEE qui montre, l'effondrement de notre natalité. C'est vrai que c'est un sujet qu'on parle très peu médiatiquement, hein, et Oui, aussi dans le débat politique c'est vrai. et on voit les conséquences, de mois en mois, d'année en année, de la baisse, de nos naissances, de la chute de la natalité en France. Donc je voulais savoir, voilà, Marion Maréchal disait: «Il faut réagir ou disparaître». Donc voilà, je voulais avoir, l'avis, de Pierre-Nicolas Nux et de Alexandre ou de Yanis, à ce Ouais. sujet. Je Voilà. vais je vais En tout cas répondre je en tout vais cas, je vous répondre souhaite une bonne d'abord, oui. année et de bonnes résolutions pour la nouvelle année. En tout cas, merci. Voilà. Merci Vivien, bonne année également. Merci camarade. Oui, j'ai souvent dit au cours de à chaque fois que j'ai été interrogé, que ce soit pour des émissions, plus ou moins mainstream ou même dans nos cercles, que la natalité était un sujet qui était encore plus important que le sujet de l'immigration. Puisque avant de se demander quelle société on va laisser à nos enfants, il faut d'abord se demander à quels enfants on va laisser quoi que ce soit. Il est vrai que nous avons un gros problème avec la natalité dans ce pays, puisque rien que pour pouvoir, dites-vous bien que rien que pour pouvoir reproduire la population existante, il faudrait qu'il y ait environ 1,7 enfants par femme, et c'est-à-dire 2 en réalité. Et à l'heure actuelle, la natalité pour une femme blanche, il est de 1,2, c'est-à-dire inférieur à 1,7. Elles ont des enfants de plus en plus tard. Et par rapport à des populations qui ont des taux de natalité de 3,7, c'est-à-dire qui ont en moyenne 4, 5, 6 gosses, sans oublier les 500 000 qui rentrent tous les ans, l'équivalent de la ville de Nice, et au bout d'un quinquennat, c'est l'équivalent de la ville de Paris qui rentre chez nous. Immigration-invasion plus surnatalité de la plupart de ces gens qui viennent du tiers-monde, eh bien, il faut comprendre que mécaniquement, on disparaît. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert en économie pour comprendre ça, et ça se voit à une échelle de vie assez restreinte. Plus on avance dans le temps et plus nous avons affaire à des quartiers grands remplacés. Aujourd'hui, ce n'est plus par rue, mais c'est par des pans entiers de notre territoire que l'on compte les ZEP, les zones ethniquement perdues. Donc oui, effectivement, il va falloir régler le problème de la natalité. Mais le souci, c'est que pour régler le problème de la natalité, il faudra que l'on fasse un travail de fond qui est très important et que l'on revienne sur un certain nombre, je dirais, de progrès autoproclamés de cette gauche dite progressiste et qui sont en réalité des entreprises de destruction massive de la France et de son identité. Et ça, y compris dans nos rangs, ça va être assez compliqué. Moi, je dis, il y a absolument un truc qu'il faut absolument supprimer, mais totalement, mais c'est la loi Veil, c'est l'avortement, il faut que ce soit complètement interdit. Vous pouvez être sûr et certain que si le Parti de la France il arrive au pouvoir, c'est fini, il n'y a plus d'avortement, hein. C'est terminé l'avortement. Et non seulement il faut qu'il n'y ait plus d'avortement, moi je dis, alors il ne faut pas l'interdire, mais qu'il faut arrêter le remboursement des pilules contraceptives. Il faut arrêter de distribuer des capotes dans les écoles. Il faut relancer une politique nataliste. Et c'est pour cela qu'au Parti de la France, nous avons un projet qui est inscrit dans notre programme politique, c'est-à-dire qu'à chaque enfant pour une famille française, eh bien, une partie du crédit épargne logement serait remboursée. Voilà, ça pourrait être une solution pour relancer la natalité, puisqu'il ne s'agit pas de dire aux Françaises qu'il faut qu'elles refassent des enfants, il faut encore leur donner les moyens de le faire. Et aujourd'hui, eh bien, un enfant, je suis désolé de le dire, mais c'est une charge. C'est une charge et les individus ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Donc, on peut comprendre que certains soient dissuadés de faire des enfants. Donc déjà, il faut les inciter à refaire des enfants et il faut mettre fin à cette culture de la mort qui sévit dans notre pays.
Et là-dessus, je pense que nous n'avons pas à rougir, nous avons toujours été du bon côté. Ça avait d'ailleurs commencé du temps de Jean-Marie Le Pen. Vous savez que je me souviens que c'était cette espèce comment qu'elle s'appelle? C'était une ancienne vice-présidente, je crois, enfin une personnalité assez importante du Front National à l'époque de Marine Le Pen. C'était Sophie Montel. Alors je me rappelle une fois, c'était juste après, c'est dans un banquet, juste après avoir honoré la mémoire de Sainte Jeanne d'Arc, la patronne de la nation. Et Madame Montel nous disait, après tout, le Front National a toujours été pour la sanctuarisation de la contraception et de l'avortement. Alors personnellement, je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu ça, mais je pense qu'elle devrait revoir son histoire, puisque au contraire, le Front National a été le seul mouvement à s'être opposé à la loi Veil dès sa création. Et non seulement le Front National s'est opposé à la loi sur l'avortement, mais Jean-Marie Le Pen himself, il y a même des vidéos de lui sur Internet qui circulent encore sur YouTube, Jean-Marie Le Pen a été bordélisé en personne, une conférence qui était tenue par Simone Veil. Et que des commandos du Front National avaient été déclenchés des bagarres dans ce genre de réunion de gonzesses complètement hystériques et dégénérées. Voilà, donc nous avons toujours été du bon côté de la balance, nous avons toujours été du côté de la natalité, de la défense de la vie. Le Parti de la France lutte contre l'IVG, le Parti de la France participe aux marches pour la vie, il propose les bons projets, et nous sommes tout à fait d'accord avec le constat que fait Marion Maréchal, mais est-ce que Marion Maréchal va proposer toutes les mesures énergiques qu'il faudrait proposer, ne serait-ce que pour les faire accepter intellectuellement, afin de régler ce problème? Bon, ben ça, je n'en sais rien, l'avenir nous le dira. Mais nous n'avons pas à rougir de notre position. Voilà. Non, et puis, petite parenthèse encore sur Madame Montel, elle disait également qu'elle a toujours défendu l'idée que les femmes puissent, je ne sais pas comment qu'elle l'avait formulé, elle avait dit que les femmes puissent disposer librement de leur corps. Bon, ben moi, j'ai envie de répondre à Madame Montel. Elle a connu toute sa vie la liberté de disposer de son corps et on a vu le résultat. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre Nicolas. Bah, votre réponse était tellement complète que je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter quelque chose. C'était vraiment très très bien. Moi, j'étais happé par votre discours. Et alors, Dimé, levez la main, mais la baisser, et je crois que c'est à cause, voilà, c'est parce que Telegram baisse automatiquement les mains. Donc, je vais laisser mon confrère Yanis animer la FAQ. Et oui, Dimé. Ok, levé. Eh bien, Dimé, vous avez la parole. Bravo, Yanis. Oui, bonsoir. Je m'étais fait une réflexion tout à l'heure et je voulais votre avis. En termes d'insécurité, on voit bien que le gouvernement est super laxiste dans les quartiers marronifiés. On voit bien qu'avec les nationalistes, ils ont été ultra répressifs. Est-ce que, en fait, le but dans tout ça, c'est de ne pas laisser ce bordel ambiant continuer dans les banlieues pour que les Blancs s'en aillent de ces quartiers-là, pour qu'il y ait uniquement des esclaves marrons qui puissent être exploités par les élites mondialistes des centres-villes? Parce que Boubacar, si on lui donne 3 € par heure, il va accepter un job de livreur, pardon. Alors que Et encore, c'est pas sûr. Et encore. Et encore, est-ce que ça serait pas le plan justement de laisser pourrir l'ambiance dans ces quartiers pour que il puisse ne rester que des esclaves à très bas coût? Merci. Non, alors déjà, je déteste passer pour ce genre de vieux cons qui font systématiquement de la sémantique. Mais moi aussi, pendant de nombreuses années, j'ai parlé de laxisme de la part de nos pouvoirs publics et de la part des représentants des institutions judiciaires et pénales. Le laxisme, c'est le fait de ne pas apporter une réponse suffisamment forte à des événements, c'est le fait de faire preuve de beaucoup de mansuétude et beaucoup de compréhension face à des actes qui sont plus ou moins intolérables. Je ne pense même plus qu'aujourd'hui, il faille parler de laxisme. On en est arrivé à un point tel, comme vous dites, c'est même plus du laxisme, c'est carrément de la collaboration active à l'égard de ces occupants. On collabore activement avec eux. Voilà, aujourd'hui, si jamais il y en a un d'entre eux qui vient chez vous pour essayer de violer votre femme et de piller vos biens, et ben lui, on va lui faire une petite tape sur les doigts si jamais on l'attrape, mais si jamais vous lui tirez dessus avec un fusil de chasse, vous irez immédiatement en prison, même si pour la plupart de ces délinquants, eh bien, on dit que les prisons sont pleines et qu'on peut pas les incarcérer, ou alors que la prison est criminogène, etc., etc. Enfin, ce genre de conneries.
Non, alors de là à dire qu'ils ont envie qu'ils remplacent les Blancs pour pouvoir pour fournir des serveurs, des livreurs Uber ou quoi que ce soit, bon, ça, je n'en sais rien, j'irai peut-être pas jusque-là, mais oui, en tout cas, ils mènent une politique active de collaboration avec l'ennemi et avec leur prolifération afin d'abattardir notre race. Oui, ça c'est sûr et certain. Et il faudra bien qu'on règle ce problème-là un jour. Mais oui, c'est plutôt bien vu. Justement, je crois que Yanis Morio veut qu'on s'inspire des prisons au Salvador. Comment ça se passe, ces prisons au Salvador? Oui, parce que tout en écoutant le camarade Nups qui parlait donc de l'Arizona, et je me disais aussi il y a quelque chose qui fera bondir aussi la gauche, c'est qu'il y a au Salvador, petit pays d'Amérique centrale, donc un président qui en plus est Tout à fait, d'origine arabe, tout à fait. d'origine palestinienne, et qui a créé des prisons qui sont dans des conditions de détention qui feraient presque passer Guantanamo pour un camp de vacances, où ils sont plusieurs centaines par pièce, ils ne bouffent que des haricots tous les jours. Je ne rentrerai pas dans les détails de confort olfactif. Et enfin, où c'est vraiment, là-bas, c'est aussi des gangs très, très, très puissants qui tuaient des gens. Enfin, il fallait vraiment une méthode forte. Donc, comme quoi, des fois, c'est pas toujours. Bon, là, on parlait effectivement d'un certain moustachu, fils de douanier autrichien, mais il y a d'autres modèles sans rentrer forcément dans ce sujet-là qui effectivement déjà tombe sous le coup de la loi et qui peut aussi froisser un peu les gens, puis attirer d'autres ennuis. Mais il y a beaucoup de modèles de chefs d'État dans le monde, de différentes écoles, de différentes régions du monde dans lesquelles on peut s'inspirer. Et puis nous sommes aussi, on nous parle souvent donc, de ce fils de douanier autrichien, je suis obligé de dire les noms cachés pour éviter que nous tombions sous le coup de la loi. Mais nous avons effectivement nous sommes aussi dans le cadre français, dans le cadre tel qu'il est aujourd'hui, avec d'autres problèmes qui ne sont pas ceux qu'il y avait il y a 80 ans, 90 ans maintenant, comme le temps passe. Donc oui, je pense qu'il faut voir les choses au cas par cas quand on gère un pays. On peut s'inspirer de certaines personnes, de certains penseurs, de certains hommes d'État dans différents pays, chez nous, ailleurs. Chez nous, nous avons comme grand modèle, nous avons le maréchal, nous avons nos rois, nous avons plusieurs grands hommes d'État, plusieurs grands législateurs, plusieurs grands chefs de guerre. Donc je pense qu'on ne peut pas forcément se réduire à une personne, à un modèle, ou des erreurs qui ont pu être commises. Et voilà, il y aura beaucoup de choses qui se feront au cas par cas. Nous ne saurons pas au moment où nous serons au pouvoir. Si c'était tout de suite maintenant, bon, j'ai déjà quelques idées. Nous avons tous au bureau quelques idées sur différents problèmes qui se posent maintenant. Peut-être que d'autres problèmes se poseront d'ici que nous soyons au pouvoir, donc d'autres questions que nous aborderons dans des prochains bureaux politiques. Mais oui, nous ne nous interdisons rien, mais nous éviterons effectivement de tomber dans la caricature que nos ennemis voudraient que nous soyons. Merci beaucoup, Yanis. Ah ben non, c'est toi l'animateur. Oui, et c'est juste pour fermer la petite parenthèse sur le Salvador, puisque j'avais d'ailleurs écrit un petit article à ce sujet qui avait eu un petit succès en son temps. Je disais, alors c'est très exactement, c'était en mars 2023, qu'ils avaient pris le taureau par les cornes pour détruire les narcotrafiquants du MS-13. Et ils étaient littéralement passés à ce Salvador, qui est un petit pays que la plupart des gens actuellement ne savent même pas placer sur une carte. Et je suis sûr qu'ici, les 90% des gens qui nous écoutent ne savent même pas à quoi ressemble son drapeau. Eh bien, peu importe, c'était le pays où il y avait le plus fort taux d'homicide au monde et qui, en 5 ans sous la présidence de ce type dont tu nous parles là, eh bien, il est passé du plus faible taux d'homicide de toute l'Amérique réunie, y compris l'Amérique du Nord. Voilà, donc comme quoi, dès lors que l'on a envie de prendre le taureau par les cornes, dès lors qu'on emploie les bons moyens, eh ben, il est tout à fait possible de rétablir l'ordre et de faire respecter la loi et de faire en sorte qu'on ne vive pas dans une chienlit généralisée. Bon, on a cité le dirigeant du Salvador. Moi, il y en a un qui est un peu plus connu et que j'aime beaucoup aussi, c'est le président des Philippines, Rodrigo Duterte. Celui-là, il est vraiment très bien. Celui-là, il a parfaitement compris comment il fallait régler le problème des narcotrafiquants et de tous les gens qui se comportent mal dans son pays. Et maintenant, nous allons donner la parole à Goots.
C'est bon. Est-ce que Goots, vous m'entendez? Je vous entends, vous m'entendez? Ou un peu difficilement, mais on va De essayer. loin. Tu dois être à l'extérieur, je crois. Oui, c'est pour ça. Attendez, je passe en haut-parleur, c'est beaucoup plus facile. Là, c'est bon, on t'entend bien. Là. Là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Ah, super. Donc bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. La politique de la natalité, excusez-moi, est très intéressante. C'est la première fois que je prends la parole, mais du coup, je vais vous exposer le souci que j'ai remarqué par rapport à vos propositions, pardon, et les propositions auxquelles j'ai peut-être pensé qui pourraient vous intéresser. Le souci, en fait, de la restriction des contraceptifs et de l'interdiction de l'avortement, c'est que sur le papier, c'est efficace, mais ce n'est pas efficient. Ce n'est pas une politique qui va pousser les gens davantage à vouloir faire des enfants. Il y a Bien des sûr, pays qui sont... d'accord. Oui, je te laisse poursuivre, mais j'ai jamais dit ça. Je dis juste qu'actuellement, un avortement, ça coûte à peu près 450 €. Et qu'il y Oui, en a 220 000. Il y en a 220 000 par an et c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, autrement dit, bien ça nous sûr, coûte plus de 30 millions. Ça nous coûte plus de 30 millions par an. Donc, si on pouvait déjà commencer par éviter de ruiner le contribuable, en plus de ruiner sa race, eh ben, ça serait déjà bien. Je dis qu'à défaut, déjà, pour commencer de l'interdire, cessons déjà de le rembourser. Les femmes, les grosses chouins qui ont envie de se faire avorter, eh ben, elles foutront 450 € de leur poche, ou elles iront en Suisse, ou elles s'amuseront avec des aiguilles à tricoter. Mais ça, c'est pas le problème de l'État. Ils n'ont pas à nous rendre complices, en tant que contribuables, ils n'ont pas à nous rendre complices de ce délire. Voilà, sur je ce te laisse point. poursuivre. C'est juste d'accord sur ce point, effectivement, supprimer le remboursement peut être une bonne solution, mais il y a aussi, par exemple, certains pays, je pense à la Pologne, qui ont procédé à une politique d'indemnisation par rapport à l'enfant. Je crois que c'était un montant, on peut varier les montants, on peut aller jusqu'à une prime de 20 000 euros, par exemple. Je crois que Valéry Giscard d'Estaing avait fait ce genre de politique à une époque où la natalité française était très basse. Ça peut être une bonne solution. Le problème de cette solution, c'est qu'on a une population qui est d'origine extra-européenne et qui Et est oui, citoyenne. Du coup, elle pourrait bénéficier de cette politique et ça, mais eux, oui, ça les encouragerait. Ça serait la bien sûr. limite de cette politique-là. Sauf que du coup, il peut y avoir une autre solution un peu plus radicale. En plus de cette indemnité, ça serait de supprimer l'immigration extra-européenne pour Et favoriser voilà, l'immigration européenne en leur c'est ce qu'on propose. européenne C'est blanche, hein, exactement ce qu'on propose. C'est notre effectivement. programme. Par contre, petit point intéressant, moi je m'intéresse beaucoup à quelles sont les populations qui font le plus d'enfants. En réalité, ce n'est pas la population arabo-musulmane. En réalité, ce sont les subsahariens chrétiens protestants. C'est eux qui font le plus d'enfants. J'ai Ouais. remarqué que la population d'origine maghrébine a une natalité qui est assez proche de la population blanche, à l'inverse de la population africaine, qu'elle soit d'ailleurs musulmane ou chrétienne, pour Ouais. préciser. Les Sénégalais font autant d'enfants que les Congolais. Et, euh, et du coup, le problème, ce serait plutôt aussi cette population noire qui fait vraiment beaucoup trop d'enfants. Et donc, ce serait quoi, en fait, vous, votre solution à mettre en place pour justement limiter au maximum la population extra-européenne à faire des enfants malgré une indemnité et proposer à la population blanche et immigrée blanche de faire plus d'enfants et d'attirer aussi cette population en France, avoir une politique attractive. Oui, Je vous laisse la L'immigration, parole. c'est très simple et c'est- je vais pas partir dans des explications qui vont durer 2 minutes. Ça va tenir, mais en une phrase, il faut les foutre dehors. C'est tout. Et puis c'est exactement ce qu'on va faire si jamais on arrive au pouvoir. On va les foutre dehors. Mais cette politique nataliste, il est absolument évident qu'elle ne bénéficiera qu'aux seuls Français de sang et de souche. Hein. Ça ne va pas bénéficier aux Noirs, fut-il chrétiens. D'ailleurs, moi je vous dis, hein, j'en ai rien à foutre qu'ils soient chrétiens. Ils sont d'abord noirs avant d'être chrétiens. Moi je dis d'ailleurs assez régulièrement que le problème, il n'est pas religieux, le problème, il est racial. Donc j'ai parfaitement conscience de ce genre de problème et il ne faut pas me présenter le fait qu'ils soient des noirs chrétiens ou que ce soit. J'en ai absolument rien à foutre qu'ils soient chrétiens. Je m'en branle complètement. C'est un peu comme les gens qui me disent ah bah oui, mais tu te rends compte, Tsal, et Dieu sait que je suis pas rationniste, ils balancent des bombes sur des chrétiens palestiniens. Enfin oui, mais j'en ai absolument rien à foutre moi qu'ils soient chrétiens. Je m'en branle. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on me parle de ça comme si c'était censé m'intéresser. C'est un peu comme lorsque je dis qu'il faut condamner à mort, c'est un autre sujet, mais lorsque je dis qu'il faut condamner à mort les pédophiles, eh ben, il y a des gens qui me disent ah oui, mais tu sais, il y a des prêtres pédophiles, un petit peu comme si je pensais, ou comme s'ils me prêtaient la pensée de dire qu'il ne faudrait pas décapiter un prêtre pédophile, par exemple. Mais non, je m'en fous complètement. Donc oui, pour répondre à la question de manière simple, bah, comment est-ce qu'on fera? Eh ben, on appliquera une politique nataliste pour les gens
qu'on a envie qu'ils fassent, enfin, dont on veut qu'ils fassent des enfants. Pour ces gens-là, eh bien oui, on appliquera une politique nataliste avec des avantages pour eux. Et tous ceux qu'on ne veut pas chez nous, eh bien, on les foutra dehors. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de dire ça, parce que les gens, ils n'ont plus de couilles. Ils n'ont même pas les couilles de penser que c'est possible de faire ça. Ils sont en train de se mettre des tas de barrières morales dans la tête, du style, je sais pas, moi, tout un tas de conneries, l'Union européenne, le droit international, tous ces machins-là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout ça, c'est du droit positif. Ça a été écrit par des hommes. Et ce qui a été écrit par des hommes, eh bien, ça peut être effacé par d'autres hommes. Eh bien, nous sommes ces autres hommes. Dès qu'on arrive, eh bien, on efface tout ça. On arrête ce délire. On les renvoie tous chez eux. Et encore, je suis à la radio et je sais que j'ai pas que des amis qui m'écoutent, mais je vais pas dire tout ce que je ferais si j'étais vraiment, si c'était moi qui avais totalement les manettes et carte blanche. Hein. Merci beaucoup, Pierre-Nicolas. Oui, bah, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'il y ait plus de natalité blanche que de Mais natalité dégage, c'est tout. On fait politique nataliste pour les blancs et puis la porte, le charter pour les autres. Voilà, bah, chez eux, ils n'ont rien à bouffer. Au bout d'un moment, on n'est pas des pédales du Rassemblement national. On le dit, point. Tout à fait, tout à fait. Yanis, vous allez présenter. Ah, je pose la question. Vivien avec une main levée. Alors, nous allons donner la parole à notre camarade Vivien. Redonnez, sur le petit bouton bleu. Rebonsoir. Alors moi j'ai une question par rapport à un auditeur qui s'appelle Johan Robin qui ne peut pas poser ses questions parce qu'il travaille, donc il nous écoute au travail. Il avait une question par rapport à que propose le Parti de la France aux familles françaises avec plusieurs enfants qui se cassent le cul de travailler comme des dingues par rapport aux familles arabes et étrangères qui bénéficient des aides. Voilà, si le Parti de la France était au pouvoir, qu'est-ce que propose le Parti de la France pour ces familles? Et moi j'avais une question personnelle pour Pierre-Nicolas Lutz, parce que j'ai rencontré ce soir Guillaume Aguillet dans mon département. On parlait de résolution. Est-ce que Pierre-Nicolas Nups, tu as la résolution de boire un peu moins de bière dans le courant de l'année 2024? Alors, non. Voilà, c'est réglé. La bière, non, certainement pas. Et ben, d'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Ce soir, je dînais chez mon papa et il a décidé, je sais plus, il a dire comme ça, mon père, il a dit on va faire 1 mois sans alcool, il a dit. Je lui ai dit, bah oui, toi peut-être, mais pas moi. Et il a dit, si, toi, il faudrait que tu en fasses, ça te ferait du bien, tu perdras un peu de joue, etc. Alors je dis, ok, 1 mois sans alcool, mais étant entendu que la bière, c'est pas de l'alcool, la bière, c'est de l'eau. Alors je sais que ça fait rire tout le monde quand je dis ça, quand je dis que la bière, c'est de l'eau, mais objectivement, une boisson où il y a 94%, enfin 96% de flotte, ou 94, ça dépend à quel degré tire la bière, pour moi, c'est ce qui s'appelle de la flotte. Donc non, je ne boirai pas moins de bière, Guillaume, c'était une question très amusante. Voilà. Bon, et pour Il faut répondre savoir à qu'en Europe de l'Est, notamment en Russie, jusqu'en 2008, il me semble, la bière n'était pas considérée comme un alcool. Mais En oui, Tchéquie, elle est moins chère hein. que l'eau minérale. Eh ben, j'avais vu, on consomme assez peu de bière. On consomme assez peu de bière en France. En France, j'aurais plutôt dû dire ça dans le bistrot auquel je suis pas venu la semaine dernière parce que je ne pouvais pas. Mais on est des buveurs de bière assez rigolos quand même. On ne boit que 58 litres de bière, je crois. Je crois que c'est 58 litres par an pour un Français. C'est pas grand-chose. Bah, moi, c'est 58 litres par mois. Voilà, je bois 58 litres de bière par mois minimum. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Voilà, mais bon, pour la question de qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces familles d'immigrés qui touchent des aides, etc., c'est simple, il faut leur couper les aides et les renvoyer dans leur pays, et puis c'est tout. Puis rien qu'en faisant ça, on va déjà fortement alléger la pression, la pression des impôts et qui vise à entretenir cet état obèse qui file de l'argent à tous ces parasites et indésirables. Mais c'est une réponse simple, mais parce que le problème, il est simple en réalité. Et personne n'a envie de mettre les pieds dans le plat. Mais oui, mais moi je le dis. Moi je mets les pieds dans le plat et je dis ce qu'il faut faire. Il faut prendre ces gens et les foutre dehors. C'est pas seulement qu'il faut arrêter de leur donner des aides. Il faut arrêter de leur filer des aides, il faut arrêter de les soigner et il faut les renvoyer dans leur pays. Terminé. Et oui, donc pour rebondir, effectivement, quand nous serons au pouvoir, évidemment, il y aura la rémigration. Donc toute la question des immigrés qui font beaucoup d'enfants, il faut qu'ils en fassent 1 ou 10, de toute façon, ils les feront là-bas. Quand on voit le taux de fécondité au Niger, bon, tout ça paraissait comme tout le monde, ils vont avoir un moment où ça va se tasser. Mais
quand on aura vraiment réglé ce problème, voilà, qui est un problème d'urgence, nous pourrons avoir donc une politique sur plus long terme, parce qu'il ne s'agit pas que de traiter l'urgence, c'est très important, mais ça ne peut pas tout faire. Sinon, après, on règle le problème, on rend les clés, puis on passe à notre gouvernement. Mais ce qu'il faudra aussi, effectivement, c'est miser sur une vraie politique. Alors, non pas, on dit souvent politique nataliste, on a un peu l'impression, quand on dit ça, c'est de l'élevage, c'est faire beaucoup de bébés, puis après, bah, parfois, on les laisse un peu fidèles à eux-mêmes. Mais ce qu'il faudrait, c'est avoir une vraie politique familiale, donc s'inspirer de ce que faisait notamment le maréchal Pétain, donc défendre, ériger sur un pavois la mère de famille, faire en sorte qu'elle ait les moyens, déjà qu'elle soit pas obligée de travailler des heures dans une société, parce qu'on dit qu'on a libéré la femme de l'emprise de son mari, mais pour qu'elle soit sous l'emprise de son patron. C'est quand même pas mieux. Tout le travail qu'elle passe, enfin tout le salaire qu'elle a pour travailler, bon, c'est pour payer des nourrices. Donc est-ce que c'est avantageux? Ça, bon, faut voir les finances, le budget de la famille. Mais voilà, si on a une vraie politique familiale, un peu comme, donc, sans remonter forcément jusqu'au maréchal, ça c'est notre exemple national, mais voir dans ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, ce que propose Orban, c'est une bonne façon. Ça incite les familles hongroises à faire beaucoup d'enfants, et tout en leur donnant les moyens d'élever ces enfants, pas seulement faire voilà, une politique du chiffre, et miser donc sur une politique de qualité, et ensuite ces enfants, une fois nés, bon, il faudra qu'ils aillent à l'école, que l'école leur apprenne de bonnes choses, un bon programme. Et voilà, c'est une politique sur plusieurs années. De toute façon, les politiques démographiques se vérifient sur plusieurs années. Ça, on récolte les fruits beaucoup plus tard, quand les premiers enfants nés sous une mandature arrivent à peu près à l'âge de l'adolescence, à peu près 15 ans après. Là, on peut vraiment avoir un recul démographique, voir ce qui a été bon. Et c'est donc en fait le baby boom est lié à la, parce qu'on dit souvent c'est les enfants de 45, l'effervescence de la victoire. Oui, tu parles, faudra dire, surtout toi qui es en Normandie, toutes les femmes qui se sont faites violer par des GIs, l'effervescence de la victoire, elles l'ont pas tellement apprécié. Donc la politique, en fait, tout ce baby boom qu'il y a eu, c'est la politique du maréchal. Ça se vérifie sur plusieurs années. C'est quand il a incité la mère de famille à avoir beaucoup d'enfants et à bien les élever. Après, malheureusement, c'est pas lui qui est resté au pouvoir, donc c'est d'autres qui ont eu la suite de cette politique, donc l'éducation de ses enfants nés de cette politique. Donc ensuite, De Gaulle qui a laissé l'éducation nationale à la gauche. Donc effectivement, cette génération qui était prometteuse, qui avait été voulue comme prometteuse par le maréchal, s'est perdue. Puis ensuite a fait 68. Ça, c'était pas la volonté du maréchal, c'est ceux qui lui ont succédé. Mais donc, si vraiment on a le temps d'amener une politique au bout, pardon, là effectivement on pourra avoir des choses intéressantes. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, sur lequel on se penche, et qui sera vraiment un de nos chevaux de bataille, notre cheval de bataille principal quand nous serons au pouvoir. Ouais, alors je ne sais pas si c'est encore dans le programme du Parti de la France, enfin si c'est dans le programme du Parti de la France, mais c'était en tout cas dans le programme du Front National. On proposait un salaire pour la mère au foyer, ce qui me semble être une très bonne chose. Cela pourrait inciter des femmes à rester chez elles et à s'occuper de leurs enfants et à administrer correctement leur foyer, puisque c'est un travail aussi respectable qu'un autre. Et une politique qui, je dirais, verserait un salaire aux femmes au foyer ne coûterait, à mon sens, pas plus cher que tout ce qu'on verse déjà aux parasites sociaux qui pourrissent notre pays. Voilà, je pense que nous aurions tout à fait les moyens de financer cette politique et qu'elle serait vraiment très bénéfique pour notre natalité et in fine notre croissance. Et la croissance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de l'emploi, c'est de la puissance économique. Donc, ce n'est pas quelque chose de ridicule, ce n'est pas une position d'uluberlu. Je pense que le salaire de la mère au foyer doit être défendu et que si jamais ce n'est pas présent dans le programme du Parti de la France, j'ai peut-être quelques lacunes à ce sujet, je sais c'est honteux puisque j'en suis un cadre, eh bien je veillerai à ce qu'on finisse par inscrire cette proposition dans notre programme dans un prochain bureau politique. Bah tiens, demain, par exemple. Au fait, Alex, toi qui es monsieur archiviste et tout, est-ce que c'est dans notre programme, ça, actuel, le salaire de la mère au foyer, au PDF? Oui, ça l'est. Ah bon, bah voilà, bon, bah, c'est déjà dedans, bon, bah, voilà, c'est une bonne chose. Bon, bah, c'était la position du Front National, c'est la position du PDF, donc voilà, vous avez votre réponse. Salaire pour la mère. Oui, ça l'est. Je me rappelle l'avoir lu, je me rappelle dans le programme. Parfait. Oui, c'est une très bonne chose. Alors moi, chers amis,
je vais vous laisser, parce que l'émission dure 2 heures, c'est très correct, c'est la durée moyenne. Et en plus, moi, j'ai un train dans 8 heures, un peu moins de 8 heures. Donc, je vais devoir vous laisser, chers amis. C'était un grand plaisir d'animer cette émission avec vous. Alors, la Toya est partie, mais bon, ce n'est pas grave. Elle m'a dit en message privé avoir passé un excellent moment et que ce sera à refaire. Pierre-Nicolas Nups, pareil, c'était toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. 40, 50 spectateurs ce soir à poser des questions qui étaient très pertinentes. Je vous en remercie. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une très bonne épiphanie, parce que demain, ce sera le bureau politique et l'épiphanie, effectivement. Maintenant que je suis devenu catholique, je connais un peu mieux les fêtes. Et ensuite, moi, je vous suis dit, oui, rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. Alors, prochaine émission, je vous garde la surprise avec quel invité ce sera. Et parler d'émissions autour de vous, c'est super important. Évidemment, c'est grâce à vous que l'émission a un sens. Hein. Sans vous, il n'y a pas de question, donc l'émission n'a pas de sens. Donc, moi, je vous dis bonne fin de semaine, bonne nuit à tous. Eh bien, bonne nuit à tous, et puis pour ceux qui seront au BP, ravi de vous voir demain.